Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la suprématie du numérique et du digital. La carrière photographique de Jérémy Lampin a pris un nouvel élan en 2021 quand il a raconté l'histoire hors du commun d'un étalon au sein d'une unité de soins palliatifs dans un hôpital de Calais. Son reportage, Dr Peyo et Mr Hassen, très largement primé, notamment par le Visa d'Or magazine du festival Visa pour l'image de Perpignan et par le Grand Prix et le prix Jean-Luc Monterosso des transphotographiques de Lille, lui a valu une véritable reconnaissance auprès de ses pairs et du grand public, en France et à l'étranger. Pourtant, il n'est qu'une pierre à l'édifice d'un travail documentaire entrepris depuis de nombreuses années. Formé à la photographie, Jérémy Lampin choisit les rangs de l'armée pour se confronter aux exigences du métier, avec l'idée, plus tard, de devenir reporter de guerre. Engagé à 24 ans, il couvre pour le service communication du ministère les derniers conflits où la France est engagée et suit les opérations extérieures des troupes au Mali ou en Centrafrique. S'il a quitté sous-officier les terrains de guerre après 10 ans de service, il revient s'y intéresser à l'occasion d'un workshop au Prix Bayeux, où il est confronté à l'ampleur des dégâts causés par l'état de stress post-traumatique. 4 années d'enquête lui seront nécessaires pour documenter ces blessures invisibles et rencontrer des victimes. Ce reportage est publié en 2021 par Le Figaro magazine. Inspiré par Eugene Smith et Eugene Richards, il considère son métier comme le moyen de raconter les histoires de la grande famille humaine, dramatiques, complexes, douloureuses, mais aussi heureuses, joyeuses, légères. Jérémy Lampin photographie surtout des hommes et des femmes, s'interroge sur notre rapport à la modernité. Les sujets sociétaux, toujours très réfléchis, il les porte avec enthousiasme et détermination jusqu'à leur publication par les titres de presse. Certains verront bientôt le jour sous la forme de livres, qu'il imagine comme des livres-objets, lui qui les collectionne avec passion. Rencontre avec un photographe dont le sourire est aussi grand que la vocation et l'appétit d'images insatiables, en bon bouffeur d'images comme il se plaît à se définir, conscient de la nécessité d'aiguiser son œil de toutes les influences, même au-delà de l'image photographique. Bonjour Jérémy Lampin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation de l'œil écoute pour nous présenter votre travail et nous parler notamment, pour commencer, d'un sujet très remarqué cette année qui a raflé un grand nombre de prix internationaux, parmi lesquels un Istanbul Photo Award, un Pictures of the Year International Award, un World Press Photo et le Visa d'Or magazine, à Visa pour l'image, avec un reportage qui s'intitule Dr Peyo et Mr Hassen. Alors Peyo, c'est un cheval extraordinaire qui visite des malades dans un service de soins palliatifs dans un hôpital à Calais. Il est accompagné par son dresseur non moins valeureux, Hassen Bouchakour, et on le voit déambuler dans les couloirs, au milieu des infirmières et surtout passer du temps auprès des malades. Comment avez-vous rencontré ce duo hors du commun ? Pouvez-vous nous les présenter et nous raconter dans quel contexte vous avez mené ce reportage ? Alors en fait au départ je voulais suivre un médecin qui faisait sa tournée dans un désert médical à dos de cheval, un peu comme le travail de Eugene Smith dans les années 30, Country Doctor. Il se trouve que je trouve pas, donc j'ai beau chercher, je cherche en Corse, en France, tout ça, je ne trouve rien, donc j'ai même cherché à dos d'âne, je l'ai pas trouvé. Et en fait lors d'un repas de famille, j'ai ma belle-sœur qui me reparle de Peyo, parce qu'elle est originaire du Nord comme moi, les parents de ma femme. Donc je me suis dit, ah oui, j'avais pas pensé à Peyo, donc j'ai été regarder un petit peu ce qu'il devenait et ce qu'il faisait. Et j'ai vu que France 3 Régions faisait des sujets sur lui. J'étais un petit peu regardé, et puis je me suis dit, effectivement, c'est super intéressant. Donc comme j'avais couvert toute la première crise du Covid avec un infirmier libéral, et en réanimation, les urgences, tout ça notamment pour le Figaro, je me suis dit, je vais pas refaire la même chose. Donc j'ai décidé de me lancer là-dessus. J'ai réussi à contacter Hassen Bouchakour via son association. On s'est rencontrés, donc je lui ai dit, voilà, l'idée c'est de faire un reportage en long cours, je suis pas là pour passer une journée puis repartir. J'y suis allé de novembre 2020 jusqu'à mi-janvier 2021, et sur cette période-là, j'y suis resté environ 3 semaines et demie. Et du coup, la première rencontre, donc il est venu me chercher à la gare, il m'a présenté Peyo.
On a été l'après-midi même dans le service où il m'a présenté à toute l'équipe. Chose pas facile parce que j'étais jamais rentré dans un centre de soins palliatifs. Hein. On a l'image d'un centre où ça sent la mort, les petites lumières sombres, tout ça un peu. L'imaginaire, quoi. Et en fait, pas du tout. Quand je suis rentré, ça sentait l'encens, service très coloré, personnel super accueillant. Je me suis limite cru en Thalasso, quoi. Ça peut choquer les gens, mais c'est vraiment l'image. Je me suis dit, c'est dingue comme c'est vivant ce service. Et il a fait rentrer Peyo et là j'ai halluciné. Parce que vous avez un étalon de 600 kg, 1m60 au garrot, étalon plein, qui déambule dans les couloirs, et vous avez les infirmières aides-soignantes qui sont là avec les chariots, et qui disent « Ah, salut Peyo, ça va ?» Et comme tout est naturel. Et puis il est rentré dans une chambre, et là il s'est directement passé quelque chose, où je pose la question à cette dame d'ailleurs, en lui disant « Oh, mais Peyo ?» Elle me dit « Bah oui, on le connaît, c'est une star de la région, mais aussi, on sait aussi ce que ça veut dire. » Donc voilà, j'étais directement dans le sujet. Hassen m'a reconduit à la gare, et je lui ai dit « On va se revoir très vite. » Et j'y suis retourné, je crois, 4 jours après, et on a commencé le sujet comme ça. J'avais pris un appareil photo, mon petit calepin où je note tout, et puis voilà, en gros, j'y allais en reconnaissance. Je voulais voir de mes propres yeux si ce que je voyais en ligne était vrai. C'est-à-dire que Peyo, qui déambule dans les couloirs sans être attaché, qu'il avait un don. Et voilà, et on a commencé le sujet. Ok. Je crois que ce travail a été présenté lors des transphotographiques de Lille. Peyo était présent. Oui, effectivement, en plus de tous les prix que vous venez de citer, j'ai eu la chance de gagner les transphotographies à Lille, hein, qui ont 20 ans cette année, où Ronis, Atwood, Costa Gravas, Karl Lagerfeld ont exposé, donc c'est plutôt un honneur, et j'ai gagné le prix Jean-Luc Monterosso. Donc c'est la première fois que ce travail était exposé, et Hassen m'a dit Ah mais c'est génial, en plus c'est dans la région, bah écoute, je viens avec Peyo. Et donc on a eu la chance de voir Peyo déambuler dans l'exposition et se regarder face à face. Oui, ce qui est complètement assez incroyable. Enfin, un cheval dans un hôpital, un cheval dans une exposition, ça doit être hallucinant. C'est hallucinant, inattendu. Après, Peyo, c'est un cheval de spectacle. Je parle pour la partie exposition, hein, donc il a l'habitude de la foule, etc. Mais c'est un cheval, encore une fois, qui est pas comme les autres. Hein. Il a une attitude qu'on pourrait comparer à de l'autisme, parce qu'on parle pas d'autiste chez les animaux. Donc, c'est pas un cheval qui recherche les caresses, qui aime pas les autres chevaux, tout ça, etc. Mais il sait se tenir en public, entre guillemets, et du coup, là, pour lui, il est dans sa bulle, tant que vous l'agressez pas, vous le caressez pas, et que vous voulez pas lui faire de câlin, voilà, donc Hassen a lâché, il a déambulé, et du coup, ce qui est plutôt cool, c'est que les gens ont eu cette petite surprise en plus, parce que je sais pas si on l'avait annoncé, mais pas trop non plus, donc ça a fait son petit effet, effectivement. Et le fait d'avoir reçu beaucoup de prix, le fait que votre travail ait été publié, est-ce qu'il y a eu un feedback du côté de l'association d'Hassan Bouchako pour les sabots du cœur? Alors c'est une très bonne question. C'est une question que je lui ai posée à Hassen s'il avait eu des retombées, ne serait-ce que financières, hein, parce qu'encore une fois, tout ça, les sabots du cœur sont une association que Hassen tient à bout de bras grâce à des mécènes, hein, parce que il faut savoir qu'en plus d'amener Peyo donc à Calais principalement, mais ils sont aussi à Lyon, au Havre et dans d'autres hôpitaux. Hassen, il prend toute la partie en charge de l'enterrement, du soin du corps, etc. quand les gens n'ont pas de moyens. Oui, j'ai vu, on n'en a pas parlé en détail, mais effectivement, on voit que Peyo suit un cortège funéraire et accompagne un défunt au cimetière. Ouais, voilà, c'est un défunt qu'on a suivi qui est d'ailleurs sur les photos. Hein, c'est c'est Daniel, 67 ans, un ancien cavalier que Peyo adorait. Il allait à chaque fois le voir et à la demande de la famille, quand Daniel est parti, Peyo et Hassen ont assisté aux funérailles. Et du coup, ils ont suivi le cortège et on voit une photo où Peyo tend encore une fois la tête vers le cercueil. C'est pas du tout Hassen qui lui demande de faire ça. De toute façon, Peyo, il fait ce qu'il veut. Ce qui est marrant, c'est qu'avant, donc il faisait du spectacle et comme disait Hassen, c'est lui qui décidait. Et maintenant qu'il a détecté le don, c'est Peyo qui décide. Donc les rôles se sont inversés. Oui, parce qu'il signale également les chambres dans lesquelles il souhaite entrer les malades qu'il souhaite visiter. Oui, tout à fait. Donc il y a un protocole très strict. Hein. Peyo, il a suivi une formation de 2 ans pour apprendre à marcher sur un sol glissant, à tenir son équilibre, à prendre l'ascenseur, à faire ses besoins sur commande. Une fois que Peyo, après, il suit un protocole sanitaire aussi très strict. Il est shampooiné, déparasité, brossé avec des produits naturels. Donc ça prend 2 heures chaque jour à Hassen avant d'introduire le docteur Peyo. Et une fois qu'il ouvre la porte du service, Hassen le lâche. Et là, Peyo est comme à la maison, il déambule. Et à partir du moment où il sent qu'il peut aider quelqu'un,
soit il lève la patte pour indiquer la chambre, soit il tape carrément dans le sabot, dans le bas de la porte, si vraiment il veut rentrer tout de suite. Et donc Hassen, c'est pour ça que le duo est génial, regarde par le hublot si la personne est disposée, si elle reçoit pas de soins, si elle dort pas, fait rentrer Peyo, et puis alors, il se passe ce qui se passe. Et vous avez pu saisir, bien évidemment, la surprise, le bonheur des gens qui sont hospitalisés. Ouais, alors le bonheur, ça a bien remonté au service palliatif, mais effectivement, cette joie de recevoir la visite de Peyo, parce que c'est une star dans la région, donc tous les gens l'adorent. Et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, d'un seul coup, là où Peyo se laisse pas caresser, là, Peyo, d'un seul coup, devient protecteur, donc il est dominant, hein, il sent qu'il peut aider, et il se laisse caresser. Quand il y a des parents ou quand il y a de la famille, ce qui est extraordinaire, c'est que le court instant, une demi-heure, 3 heures, où Peyo reste dans la chambre, on parle plus de la maladie, mais du cheval et d'autres choses. Donc le temps s'arrête. Et là où les chefs de service m'ont confié aussi que d'un seul coup, on appuie moins pour les patients sur la pompe morphinique et les médicaments lourds. Donc il y a un vrai effet aussi médical de ce cheval. C'est comme le petit garçon Isaac qui a 7 ans, qui voulait plus venir voir sa maman qui est en cancer en phase terminale. Hein, elle a 38 ans, cette dame, Amandine. D'un seul coup, à la présence de Peyo, il vient à l'hôpital pour Peyo. Et il est content de venir. Donc s'il est content, sa mère elle est contente parce qu'elle voit son fils heureux. Je vous laisse imaginer un petit garçon sur le dos d'un cheval dans un service de soins palliatifs. Oui, on le voit en photo d'ailleurs. C'est génial, quoi. Il se passe quelque chose où là, le père me dit il y a 2 services qui sont beaux dans cet hôpital, la maternité et les soins palliatifs. Oui, ça transfère un peu la question de la maladie en fait sur autre chose. Oui, et puis aussi ça relève aussi, peut-être que c'est une ouverture aussi sur l'accompagnement de la fin de vie en France. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Ben ça en fait partie, c'est-à-dire que Peyo, Calais a fait le choix de lui faire confiance et de le laisser rentrer, comme d'autres hôpitaux, hein, à Lyon, qui voudraient bien l'avoir plus souvent, etc. Oui, donc c'est toujours le même cheval qui tourne entre ces différents hôpitaux que vous aviez cités. Peyo, il est unique au monde. Ok. Donc c'est ça en plus qui est complètement dingue, c'est en France, c'est chez nous, à Calais. Donc à Calais, il n'y a pas non plus que Grande Sainte et les camps de migrants. Il y a aussi des choses positives. Il y a le docteur Peyo et Hassen qui se sont installés là-bas et qui, depuis 2016, ont quand même aidé 1348 malades en fin de vie. Ils essayent d'y aller le plus possible. Et puis aussi, il faut rendre hommage à tous ces soignants, infirmières, aides-soignantes, médecins qui, au quotidien, travaillent des fois dans des conditions qui sont pas faciles à l'hôpital public. Sont là pour aider ces gens à partir du mieux possible. Ça veut dire aussi que le jour où Peyo disparaîtra, enfin je sais pas quel âge il a, ce cheval extraordinaire. Alors Peyo, il a 15 ans, un cheval ça vit en moyenne 30 ans. D'accord. Je crois qu'Hassen, il est pas prêt de refaire encore plus derrière pour continuer, parce que ça demande aussi du sacrifice dans la vie personnelle et professionnelle aussi. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont à Calais, ils sont pas en représentation à l'autre bout du monde. Donc, il faut en profiter, entre guillemets, maintenant, quoi. Bien Après, aussi, quand cette dame me dit, on sait aussi ce que ça veut dire quand Peyo est là, oui. C'est aussi un petit ange de la mort. Hein. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi un peu effrayant pour les gens qui le rencontrent comme ça. Alors Jérémy, vous êtes photographe indépendant désormais, vous avez passé 10 ans de votre vie comme photographe dans l'armée, sur mer et sur terre. On peut voir d'ailleurs sur votre site quelques images qui ont été réalisées en République centrafricaine, au Mali et lors de l'opération Barkhane. Comment est-ce que l'on travaille lorsqu'on est les yeux de la grande muette quelque part? J'imagine qu'il y a des lignes précises qui sont définies par l'établissement de communication de la Défense, mais est-ce qu'il existait quand même malgré tout une certaine liberté dans vos choix de prise de vue et finalement, à quoi étaient destinées les images que vous avez pu réaliser à cette époque-là? Alors quand vous êtes photoreporter pour le ministère des Armées et de l'Espace, comme on dit aujourd'hui, c'est pas dur, c'est qu'il y a l'état-major qui est à Paris, et il y a une cellule communication, et donc notre but à nous est je faisais de la communication, non pas du journalisme, donc ça faut être très clair. Et du coup, on communiquait l'avancement des troupes, ce que faisaient les soldats sur le terrain pour qu'après, le EMACOM redistribue ça aux journaux télévisés ou à la presse papier, internationale ou française. Après, vous êtes seul sur le terrain. Moi, on m'a jamais interdit de photographier quoi que ce soit. Je me suis jamais mis de limite. Là, on me l'a encore dit il n'y a pas plus tard qu'une semaine. J'ai quelque part photographié. Je photographie exactement comme je photographie aujourd'hui.
Dans la seule limite, c'est juste qu'il y a des choses, à mon retour, où il y avait une validation avec les chefs. C'est-à-dire que tout était déroché derrière. Exactement. Et donc, il y a des choses qui sont mon coffre, donc qu'on ne peut pas voir, qui sont confidentielles défense, qui sortiront dans 5, 10 ans ou que sais-je, un peu comme l'Algérie qu'on déclassifie aujourd'hui. Donc, après, les directives, c'est juste des axes de communication. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une opération qui se passe à l'est du pays, et vous devez aller dans l'est du pays pour documenter cette situation-là. Donc vous suivez les troupes. Exactement. Ça peut être le quotidien, mais ça peut être une opération en cours. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que donc l'idée, c'est à vous après d'être force de proposition, un peu les choses, ouais. voilà, et puis de faire effectivement les moments d'attente, parce que aussi la guerre, 95% c'est de l'attente, c'est pas que du combat. Quand il y a du combat, d'essayer d'être proactif et aussi remettre sur le terrain ce qu'on vous a enseigné, dans les déplacements, etc. À savoir que quand vous êtes reporter de CPAD et que vous allez sur un terrain comme ça, vous avez un gilet pare-balles, un casque lourd, un FAMAS, un PA. Donc vous êtes armé, vous pouvez l'utiliser si jamais vous n'avez pas le choix. Moi, j'ai jamais eu à le faire, j'ai jamais voulu le faire en tout cas, et j'ai préféré photographier pour rendre compte de la situation au moment présent. Et du coup, je me souviens d'un contexte notamment au Mali où il y avait une maman qui avait dit à l'état-major sur place en disant la force française a blessé mon fils, j'en suis certaine, regardez machin. Ils avaient pris nos images à moi en tant que photographe et au caméraman, parce qu'une équipe c'est un officier qui fait en gros le rôle de chef d'équipe et de journaliste, un caméraman, un photographe. Et grâce à ces images, ils avaient pu prouver que par rapport à la position qu'indiquait cette femme, la force française était à l'opposé. Donc c'était pas possible. Et du coup, c'est aussi, donc il y a une valeur aussi juridique. Donc voilà, de dire, regardez ce qu'on fait pas. Quand vous parliez tout à l'heure de transmission en fait d'images, qu'il s'agisse de vidéos, de photos pour la presse, vous avez peut-être aussi côtoyé des photographes embarqués pour le coup, des journalistes. Oui, j'ai rencontré pas mal de monde. C'est aussi ça qui était génial, c'est que j'ai rencontré Adrien Jolm, je le vois débarquer en Centrafrique au milieu de nulle part. Didier François au Mali, à Sévaré Mopti, il nous prête son chauffeur pour aller faire un reportage. Lafargue qui était au Mali aussi. Frédéric Lafargue, Rémi Ourdan, avec qui on a passé un bon moment aussi en Centrafrique, Jérôme Delay, grand photographe à la paix. Donc tous ces grands noms, c'était génial de les croiser, mais après aussi, il fallait encore une fois se situer. C'est-à-dire que moi, je rêvais de faire comme eux, ils avaient une totale liberté, nous, on était en treillis, on faisait de la communication, donc il fallait pas non plus tout confondre. Même si vous étiez dans le même contexte, en même temps, et vous pouviez prendre éventuellement les mêmes images. Tout à fait. Et toujours par rapport à votre travail pour le ministère, alors je ne sais pas si c'est le ministère de la Défense, vous venez de dire le ministère des Armées et de l'Espace. Quand on est engagé, est-ce que votre statut d'auteur est reconnu? Dans quelle mesure peut-on conserver, utiliser ces images? Alors ça, c'est assez compliqué, c'est un peu flou pour être très franc. Moi, ce que je fais, c'est que les images que j'ai produites pour le ministère des Armées, je les utilise pour montrer ce travail que j'ai effectué effectivement en Centrafrique, à Barkhane ou au Mali, pour montrer ce que je faisais à l'époque sur mon site internet, et aussi pour montrer que je suis capable d'aller dans des zones assez compliquées pour peut-être rassurer des fois certains médias. Après, je ne vends rien parce que là, c'est plutôt au ministère, donc le CPAD, qui est l'agence d'image de la défense. Qui est votre agence, en fait, quelque part. Enfin, qui reste votre agence. Oui, tout à fait, pour tout ce qui concerne la défense, et qui a l'obligation, maintenant, en n'étant plus militaire, de me copyrighter Jérémy Lampin et de me reverser une partie des droits. D'accord. Alors, je sais, Jérémy, que vous admirez le travail de Robert Capa, cofondateur de Magnum, correspondant de guerre qui a couvert de nombreux conflits à travers le monde, dont le débarquement et la libération. On dit que Capa aurait été victime d'un état de stress post-traumatique après la Seconde Guerre mondiale. Vous décidez justement de vous emparer de cette thématique et vous dévoilez cette fois dans un sujet de société le calvaire des victimes et de leur entourage touchés par ce syndrome. Est-ce que c'est une pathologie fréquente en retour d'opération? Est-ce qu'elle est aujourd'hui bien identifiée? Et à quel moment cette idée de reportage a-t-elle germé? Alors, est-ce qu'elle est fréquente? Elle est présente, ça c'est sûr. Après, les chiffres qu'on a dans l'armée, je crois que ce que j'ai sorti lors de la fin de ce reportage, c'est 2800 cas entre 2010 et 2018.
dont 231 en 2019 pour 205 000 militaires environ. D'accord. Donc je vous laisse imaginer un petit peu la proportion. Ça dépend de ce qu'on fait quand on est militaire. Est-ce qu'on est sur le terrain? Est-ce qu'on est en retrait? Est-ce qu'on est... Non, ça veut rien dire. L'état de stress post-traumatique, ça peut être suite à un choc, donc c'est suite à une action violente, mais ça peut être aussi suite à un viol, suite à une agression, suite à une attaque d'attentat. Tout dépend du contexte en fait, et de comment on réagit à ça. Moi j'ai fait ce sujet parce que quand je suis rentré du Mali, j'ai eu la chance de rentrer physiquement serein, mais mentalement, j'ai eu pas très longtemps, mais 1 mois à me réadapter à tout ça. Et je vous laisse imaginer ceux qui luttent depuis 3 ans, 4 ans avec cette pathologie qui est invisible. Et en fait, c'est lors d'un workshop à Bayeux avec Patrick Chauvel où je rencontre un général médecin des armées qui me parle de la reconstruction des militaires cassés intérieurement. Et donc je lui dis, ah mais là il y a un sujet à faire c'était de l'équithérapie. Et donc en faisant ce sujet, je parle avec un jeune homme qui s'appelle Benjamin et qui me dit, mais à la maison, c'est pas la fête, il y a les médicaments, l'alcool, la coke, donc la drogue. Avec mes parents, c'est compliqué. Et il avait fait le Mali en 2013, la même période que moi. Donc du coup, on peut parler du conflit. Donc c'est l'avantage d'être un ancien, sauf que je suis plus dans le ministère, donc je peux faire ce sujet complètement libre parce que l'armée veut pas trop en parler, ou en parle peu en tout cas. Et donc je lui demande l'autorisation de le suivre. Il réfléchit un petit peu, il en parle à ses parents. Et il me dit, on est tous OK, donc viens me voir. Et donc j'entame ce sujet en mars 2017 pour le finir en mars 2021, 4 ans, où en fait de fil en aiguille, j'ai rencontré différents militaires ou anciens militaires. J'en ai 6 et j'en ai fait un par conflit, donc un qui a fait le Mali, un qui a fait la Centrafrique. J'ai 2 femmes, une infirmière, donc elle c'est en France, elle avait détecté un de ses collègues qui allait pas très bien, il s'est suicidé, donc elle a fait un post-traumatique à son tour. Une veuve dont le mari est décédé, Philippe qui avait fait l'Afghanistan qui est décédé entre-temps aussi, Pierre qui avait fait l'Algérie parce que je voulais remonter. L'idée aussi c'était de remonter le plus loin possible pour pas qu'on dise que c'était une maladie de 2.0, que les jeunes étaient plus faibles qu'avant. Et je suis remonté jusqu'aux premières traces de la Première Guerre mondiale, parce qu'à l'époque on appelait ça l'Obusite, et il y a un cimetière à côté de Cadillac où il y a 207 poilus qui sont enterrés là-bas. Et donc j'ai fini ce sujet avec cet alignement de tombes en disant que ça a toujours existé. Sujet qui a été publié dans le Figaro Magazine sur 10 pages, où il y a aussi un film photographique, parce que là, pour le coup, j'ai encore utilisé un autre moyen, c'est que j'ai enregistré toutes mes interviews, donc j'ai fait beaucoup de sonores, et du coup, j'en ai fait un film photographique. Et toujours à ce sujet sur l'état de stress post-traumatique, vous avez repris le titre d'une chanson de Gainsbourg que vous avez finement choisie, qui renvoie ici explicitement à la fois à la condition des militaires et finalement aux conséquences qu'elles peuvent induire sur leur vie privée. C'est un titre qui avait suscité un certain émoi au sein de l'armée à la fin des années 70. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un non-sujet? Est-ce que vous avez eu des commentaires sur ce choix de la part de votre ex-hiérarchie? Non, pas du tout. J'ai même eu plutôt des retours positifs en me disant que, encore une fois, j'ai été chercher un sujet dont on parle peu. On va pas remettre en question la légitimité parce que, comme vous venez de le dire, j'en viens, donc je sais de quoi on parle. Mon cursus dans l'armée parle pour moi, donc de m'attaquer à un tel sujet. J'ai pas eu de retour, et c'est comme Dr Peyo et Mr Hassan, aux armes, etc. Ça fait 2 fois que Gainsbourg, finalement, me suit. Et puis aux armes, etc., ça me semblait tellement sensé pour, comme vous venez de le dire, aux armes, etc., avec tout ce que ça peut induire. Et comme l'a ajouté le Figaro, 2 points, les blessures de l'arme des soldats français. Parce que chose qui a été beaucoup documentée aux États-Unis et au Canada, oui. Je vous parlais de Eugene Richards avant l'interview, qui est un de mes photographes préférés avec Eugene Smith. Eugene Richards a fait War is Personnel sur les soldats rentrés d'Irak, détruits physiquement notamment. Je me suis beaucoup inspiré de ce travail-là pour faire le mien. C'est-à-dire que dans la façon de le montrer, notamment sur mon site, et la mise en page avec les légendes, etc., c'est l'idée aussi d'avoir d'un seul coup une image, une information. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est pas moi qui parle. Moi, je recontextualise ce qu'on voit finalement, des fois pas. Et c'est surtout, ouvrez les guillemets, et c'est les témoignages des soldats. Mais ce sujet, je l'ai pas fait que sur la partie militaire.
je l'ai fait aussi sur la partie familiale. C'est ce qui revient le plus, je trouve, quand on voit votre sujet, c'est qu'on comprend effectivement ce qui s'est passé avant, mais là, on est dans l'après et dans le contexte de la famille, de l'entourage. On parle beaucoup de virus en ce moment avec la Covid-19. C'est comme si là, quelqu'un rentre avec un virus chez soi, et en fait, ça détruit tout. Parce que ça détruit la famille proche, donc la femme qui prend ça d'un seul coup, qui revoit son mari, qui est complètement transformé, qui est absent, qui a des pics de colère, qui a des envies de suicide, qui se met à boire. Sans blessure physique. Sans blessure physique, les proches qui comprennent pas, les amis des proches qui disent « mais je comprends pas, ton fils il travaille pas, mais pourtant il a rien », les enfants qui subissent tout ça. Et puis d'un seul coup, ça peut aussi créer des problèmes dans les couples, comme les parents de Benjamin, j'en ai beaucoup discuté, on failli se séparer plusieurs fois parce que ça crispe tout le monde. Donc c'est tout ça qu'il fallait documenter, et j'ai voulu le faire aussi pour essayer de faire évoluer les choses. L'armée fait ce qu'elle peut, elle les prend en compte, mais il y a encore des trous dans les mailles du filet. Et je trouverais intéressant, par exemple, qu'un adjudant ou un adjudant-chef ou qu'un soldat, que sais-je, qui rentre d'une opération qui est atteint psychologiquement, pourrait pourquoi pas rencontrer des jeunes recrues de l'armée à la fin de leur stage où ils sont prêts à être envoyés en régiment, en leur disant voilà ce que j'ai fait, voilà ce qui m'est arrivé, n'hésitez pas à consulter, ce n'est pas une honte. Oui, et surtout que j'imagine que quand on intègre l'armée, effectivement, on a peu de renseignements à ce sujet. C'est pas très pour recruter, mais ça existe. Mais c'est comme les pompiers de Paris, hein. J'avais suivi un médecin des pompiers de Paris pendant 2 ans, Stéphane, et il m'expliquait qu'un jour ils avaient fait une intervention avec des jeunes sapeurs-pompiers où un monsieur s'est handicapé, était tombé sur le robinet d'eau chaude, s'était ébouillanté dans sa baignoire. Donc ils arrivent parce que les voisins entendent tellement hurler qu'il faut sortir ce monsieur. Donc c'est un peu glauque, mais il m'a dit personne en rentrant a voulu aller consulter. Parce que on est des pompiers, on n'a peur de rien, etc. Et ça fait partie du métier. Voilà, enfin, c'est ce qu'on pense. Et pourtant, personne n'est plus faible qu'un autre. Après, il y a des choses qui s'expliquent, d'autres moins. Benjamin, où on avait fait le Mali, donc il me raconte, pour la première fois qu'il montre les photos à ses parents, à un moment je lui dis mais reviens en arrière, je lui dis sur la photo là c'est moi. Donc ça c'est incroyable parce qu'on ne le savait pas, on a mis 2 ans à se rendre compte. Donc il me dit mais tu me comprends, mais il y a un truc que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi moi je suis malade et toi non. Après c'est tout à chacun quoi. Alors vous évoquiez un reportage où vous accompagnez Stéphane, médecin urgentiste aux pompiers de Paris pendant 3 ans je crois, ou Emmanuel, un infirmier dans le nord de la France durant la pandémie, donc tout récemment. Comment est-ce que l'on parvient à se faire accepter, à se faire oublier lorsque l'on participe à la fois au brief, au moment de détente, et que l'on pénètre aussi dans l'intimité de patients, de familles, qui plus est, comme vous venez de le dire à l'instant, dans le cadre de situations d'urgence. Donc de l'autre côté de la barrière, cette fois, comment êtes-vous perçu ? Je pense que après tout est dans la présentation et de savoir amener les choses. C'est-à-dire que pour Stéphane, c'est le temps qui compte beaucoup. Donc Stéphane, au bout de 6 mois, il m'a complètement oublié. Et on avait mis un protocole en place, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une intervention, avant que je rentre, il demandait aux familles si je pouvais photographier, que le reportage était sur lui et que normalement on n'allait pas les reconnaître. Je dis normalement parce qu'il y a des photos où effectivement les gens sont reconnaissables. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais récupéré toutes les adresses et du coup j'ai demandé une autorisation après le reportage par courrier avec un renvoi. J'ai eu, sur 20 demandes, j'ai eu un refus d'une dame qui préférait pas parce que la douleur était encore trop vive, elle avait perdu son mari. Donc la photo, je l'ai pas utilisée, mais pour le reste, soit je me suis arrangé dans les cadrages, soit j'ai demandé après. Après, pour Manu, Manu c'est un infirmier libéral, mais Manu il m'a connu tout petit, donc on se connaît bien, donc c'était déjà plus facile. Après, il connaissait pas mon métier, donc j'ai dû lui expliquer la démarche. À l'époque, il n'y avait pas de gants, pas de masque, faut se souvenir de mars 2020. Oui, là, c'est les tout premiers reportages qui sont faits sur les conditions de travail des soignants. Exactement. En fait, je suis un des premiers à suivre un infirmier libéral dans pas un désert médical, mais quoique on est dans le nord, dans les corons, là où il y a beaucoup de maladies respiratoires, donc le Covid, première ligne tout de suite. Et du coup, moi, je me suis dit, mais comment ils font, parce qu'on avait un virus dont on ne connaissait rien. C'est Manu dans les corons, le titre du sujet. Il fait ça dans les corons du Nord, donc dans les anciennes cités minières.
Et il y a beaucoup de maladies respiratoires là-bas. Et du coup, je me suis dit, mais en plus, c'est une population qui est à risque total. Donc, comment ils font sans rien? Du coup, j'ai été le voir, j'ai passé la journée entière avec lui. Je suis vite rentré parce que le lendemain, le président confiné, donc on savait pas comment on pouvait se déplacer, etc. Et en fait, je l'ai vendu tout de suite à Mediapart. Le Figaro l'a vu. Et ce qui est marrant, ça c'est une bonne leçon de photojournaliste, c'est que ce reportage a déclenché une commande du Figaro en me disant tu as documenté ça, on aimerait bien maintenant que tu partes pour nous à Mulhouse. Et du coup je suis parti à Mulhouse avec le reporter Vincent Joly, où on a couvert les pompiers et Mulhouse. Et ce reportage, il a même été repris par le magazine Management, qui est normalement un inter d'entreprise, sur comment fonctionnent les infirmiers libéraux pendant cette crise et les risques qu'ils prennent, quoi. Et donc voilà, et donc ça c'est effectivement encore une fois un sujet médical, parce que j'ai une acquaintance aussi avec les sujets médicaux, et notamment le personnel qui y travaille, parce que je trouve que c'est des héros du quotidien dont on parle peu. Parmi les différents sujets que vous avez pu traiter et qu'on peut voir sur votre site, il y a aussi de nombreuses images qui sont liées au collectif. Je pense notamment aux Ultras, le club de supporters de Lens, à la reconstruction et à l'insertion par le foot en Haïti, mais aussi des reportages qui, comme vous venez de le dire, touchent aux soins, au lien social. Il y a d'ailleurs une série qui m'a tapé dans l'œil, à la fois émouvante et légère, qui s'intitule SMS Sing Me a Song, livreur de chansons à domicile. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots et nous parler aussi des thématiques qui vous portent, de vos envies sur les choses qui sont en train de venir? Alors Sing Me a Song, encore une fois merci ma belle-sœur, qui va devenir ma secrétaire de rédaction bientôt. Non, trêve de plaisanterie, c'est une troupe de théâtre, donc là chanteur professionnel en ce qui les concerne, qui livre des chansons à domicile. Donc en fait c'est la mairie ou la communauté de communes qui payent pour les avoir, et du coup ils se rendent dans le village ou dans l'arrondissement qu'ils veulent, donc à Paris, ou comme là je les ai suivis à Los Angeles dans le Pas-de-Calais. On les voit devant une friterie. Oui, là, tout à fait. Coup, ouais. On sent bien l'esprit nordiste. Alors, et puis devant un terri, et puis après on les voit devant la mairie du 11e. Je voulais aussi montrer toute cette diversité. Voilà, c'est exactement cette diversité, et cette diversité routière. C'est plus facile de rouler au milieu d'un champ qu'en plein centre de Paris en mobilette 103 SPX. Parce qu'ils sont tous équipés d'une mobilette. Donc pour les décrire, c'est 5 chanteurs professionnels qui ont chacun leur répertoire. Ils sont habillés avec un casque bleu ciel. Ils ont chacun leur dégaine sur une mobilette bleue assez voyante, couleur bleu ciel. Donc il faut imaginer des gens qui viennent à la place du village ou de la mairie et qui disent voilà, je voudrais offrir une chanson à ma maman. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que généralement on sortait encore une fois du Covid. En plus, les intermittents du spectacle avaient souffert, et eux pouvaient continuer à chanter parce qu'ils pouvaient le faire en extérieur. Et l'idée, c'est de chanter une chanson livrée à domicile. Donc je vous laisse imaginer une maman qui reçoit la chanson de son fils. Donc la dame, elle arrive: bonjour Martine, oui, je suis Fabienne, je viens de la part de Alain, votre fils. Ah bon, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, il a une petite livraison pour vous, et il y a une dédicace qui est faite. Donc je me souviens de maman, pour toi cette jolie chanson, et plein de bisous à la veille de la fête des mamans, à toutes les mamans en ces temps si compliqués, de distance sociale, etc. Et puis là, elle a chanté Luis Mariano, tu es la plus jolie des mamans, donc devant tout le monde, parce que c'était dans un EHPAD. Tous les gens applaudissent, elle laisse la feuille, elle repart. Et on avait eu le cas aussi à Paris où le jeune homme reçoit Que je t'aime de Johnny, dans son appartement, appartement de son meilleur ami. Et il avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup touché à la fin. Il m'a dit, il dit à la chanteuse, mais vous venez me livrer une chanson, vous m'offrez ça et vous repartez comme ça. Elle lui dit, oui, c'est le but. Il dit, c'est beau. Oui, non, mais ça reprend bien aussi le SMS. Enfin, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est livré, et puis voilà, après c'est terminé, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est l'idée c'est éphémère, instantané, ça fait plaisir, c'est gratuit en plus. Ça, c'est extraordinaire quand même. La mairie qui lui offre ça à ses habitants, je trouve ça génial. Et puis ça fait du bien, quoi. C'est positif. C'est des sujets comme ça aussi, parce que en plus je sors des post-traumatiques où j'y ai passé 4 ans. C'est assez douloureux de voir des gens pleurer, transformés. Là, vous en voyez pleurer pour d'autres raisons avec ce sujet-là. Ouais, on pleure de joie, quoi. C'est comme avec PE, c'était aussi par moments assez difficile, même si c'est beaucoup de bonheur par rapport à tout ce que ce petit cheval apporte aux gens et tout ce que fait la scène. Mais ça peut être un peu lourd. Là, c'est une bulle de légèreté, quoi. Et puis on n'y cherche que de la joie, puis les chansons sont assez joyeuses. Après, pour répondre à votre deuxième question, le sujet qui me porte,
c'est beaucoup l'humain, hein. Là, je viens de finir les post-traumatiques. Maintenant, j'ai entamé un nouveau travail sur les paysans. Depuis mars cette année, je sais pas où est-ce que ça va me mener et combien de temps je vais le faire, mais j'ai envie de le documenter sur plusieurs facettes, sur leurs conditions de travail, sur ce qu'ils représentent, sur comment ils voient leur vision de leur métier, etc. Quelque chose d'assez fouillé. Et puis après, aussi des sujets un peu, je peux pas en dire trop, mais futuristes sur l'humain qui fait tout La pour transhumanité peut-être. Non, pas du tout. C'est plutôt comment l'homme essaye de se racheter une conduite par rapport à l'environnement et ses installations, mais qui sont par moments un peu bizarres. Ça veut dire aussi que vous consacrez du temps, votre temps, sans être rémunéré, pour travailler sur des sujets et espérer les vendre dans 2 ans, 3 ans. Ouais, voilà, c'est Peyo, Hassen, Manu, les chanteurs, les ultras. Tout ça, je les ai fait sans aucune commande de mon propre fait et je les ai vendus après. Alors, je le fais pas tout le temps, hein, parce que sinon, ça serait trop risqué. Pour l'instant, ça me réussit bien. Et après, ce que je fais, sinon, c'est que 95% de ce que je fais pour la presse en général, c'est moi qui le propose. On me dit oui ou non. Et après, si vraiment il y a quelque chose que je veux faire de mon côté et dans le temps, comme notamment les agriculteurs, là j'y vais parce que ça m'intéresse et à moi de tout faire pour le rendre rentable et viable. Voilà. Oui, ce qui peut faire l'objet d'un sujet dans la presse ou éventuellement, pourquoi pas, d'un livre. Ouais, effectivement, d'un sujet ou de plus, hein. Les ultras, je les ai vendus à l'équipe, au Nouvel Obs. Oui, parce qu'en plus, c'est vendu en France, mais c'est vendu également à l'international. Ouais, Peyo, je l'ai vendu en Norvège, en Italie. 4 médias français l'auront pris, comme quoi c'est possible. On se dit généralement, quand un sujet est passé dans la presse, dans un média, il est mort. Exactement, ouais, parce qu'ils n'ont pas eu exclu, mais des fois ça fonctionne. Et puis de toujours être curieux, quoi. Donc trouver des belles histoires, essayer aussi de faire des sujets un peu positifs, voilà, pour essayer de nous rafraîchir un petit peu. Voilà, aussi. de casser la morosité ambiante. Vous travaillez également sur un livre avec Emeria sur l'état de stress post-traumatique dont on a parlé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à propos du projet que vous avez avec l'éditeur ? Avec Emeria, effectivement, on a dans l'idée, dans le projet de faire un livre sur ce travail de 4 ans, sur le syndrome de stress post-traumatique des soldats français. C'est une belle conclusion, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a un objet entre les mains et ce travail, il est fixé, entre guillemets, dans le marbre. La boucle est bouclée. Voilà, exactement. Il y a une chose qui est troublante, c'est que sur votre site internet, il y a déjà des images avec en regard des textes. Donc quand on regarde ce sujet qui est assez volumineux, qui représente pas mal d'images, pas mal de pages, on a l'impression que c'est une pré-maquette de bouquin. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'est cette maquette-là. Je voulais vraiment mettre un point final à ce travail et je voulais le rendre le plus joli possible pour ma présentation aux différents magazines. J'ai eu la chance que le Figaro Magazine l'a publié sur une dizaine de pages avec le diaporama sonore. Tout ça, on l'a mis en ligne et pour le coup, j'ai même écrit le texte à la demande du rédacteur en chef. Et donc, tout ça est en accès libre sur lefigaro.fr. Vous tapez post-traumatique soldat au Jérémy Lampin et vous allez tomber dessus. Est-ce que vous aviez un petit cahier quand vous rencontriez les gens ? Est-ce que vous faisiez vous-même un débrief le soir après avoir réalisé vos photos ? Alors c'est marrant parce que chaque reportage est un petit peu ma méthodologie entre guillemets. Peyo, c'est la première fois où je tenais un carnet où j'ai tout noté, j'ai pas du tout fait de son. Tandis que là, pour les militaires, j'ai que fait du son. C'est-à-dire que donc vous aviez une archive sonore. Oui. Ce que j'aurais dû faire au fur et à mesure, je me suis dit, je vais le faire à la fin. Et j'ai mis plus de pratiquement 1 mois à tout dérocher parce que en 4 ans de travail, j'avais interviewé à chaque fois, voilà. Et donc c'est après le dérochage, il m'a fallu aller chercher les petites phrases qui convenaient par rapport aux photos pour tout relier, et mettre ensemble. Donc finalement, c'était comme de la couture, quoi. Et en fait, cette collaboration avec Emeria, elle est née d'une première collaboration initiale labo avec le tireur Lionel Leblanc, qui est le tireur de grands photographes tels que Herbeau, etc., qui tire pour Visa pour l'image notamment, et qui me dit « Tu devrais contacter Brigitte Trichet de ma part, parce que ce travail, ça mérite un livre ». Donc j'ai contacté Brigitte, qui était déjà par Mons et par Vent avec différents projets. Elle a quand même pris le temps de le regarder, et apparemment ça lui a plu parce qu'elle m'a rappelé. Et donc on a fait une première réunion là pour savoir ce qu'on voulait, le prix du livre. Et là j'ai mis un point d'honneur à mettre un livre au maximum à 30 €, voire à 20 € pour qu'il soit accessible à tout le monde. Très abordable. Oui. Donc, vous avez défini déjà un format, un nombre de pages Alors il sera assez court parce que je veux un editing assez serré.
Je sais ce que je veux aussi, donc je peux pas en dire trop parce que faut le laisser le découvrir, hein. Mais ça sera un bel objet. Normalement, c'est un bouquin qui doit valoir entre 60 et 65 euros, que je vais essayer de rendre accessible à 30 voire 20 euros, parce que je vais essayer de le faire financer notamment par les associations et par le ministère des Armées. D'accord. Qu'est-ce que cela représente pour vous, le livre photo? Est-ce que vous en lisez beaucoup? Est-ce que vous en consultez? Est-ce que vous en achetez? Alors, je peux vous montrer, les gens verront pas ça, mais je vais vous montrer ma bibliothèque. Ma femme me dit que ça rentre plus et je lui dis toujours, t'inquiète pas, j'ai retrouvé une place pour remettre un bouquin. Ah, effectivement, c'est impressionnant, ouais. Donc j'en lis beaucoup, oui, je les collectionne en plus. Après, j'ai mes photographes préférés, hein. Je viens de commander. Quels sont-ils? Je viens de commander le dernier livre d'Alain Keller, là, pour être sûr de l'avoir. Là, je vais aller acheter le livre Matt Black qui vient de sortir. Ça s'appelle Géographie des États-Unis, donc il travaille aussi 6 en noir et blanc. Ce qui est marrant, c'est que j'aime beaucoup le noir et blanc et pourtant, moi, je ne fais que de la couleur. Et oui, dans la construction aussi de l'imaginaire du photoreportage et de la photographie de guerre, on a en tête beaucoup d'images en noir et blanc. Oui, tout à fait. Alors après, pour finir avec les photographes, il y en a 2, Eugene Smith et Jen Richard, ça je les adore. Robert Capa, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de ma vocation en sortant de 3e quand j'ai vu les photos du débarquement. Je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. Et j'ai eu la chance de trouver tout de suite ma vocation à l'âge de 15 ans, donc je suis parti dans mes études. On n'en a pas parlé du tout, mais qu'est-ce que vous avez comme formation? Alors j'ai un CAP photographie que j'ai passé en 99 jusqu'en 2001 à Cambrai. Et après, j'ai fait un bac pro métier d'art option photographie à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques de 2001 à 2003. Et après, je suis parti, donc j'étais photographe indépendant. Ah, vous étiez d'abord photographe indépendant? Oui, je faisais des photos d'hélicoptères, de maisons d'entreprise. À l'époque, j'avais pas encore le bac. Ouais. Et après, je suis rentré dans la marine en 2006. Parce que je voulais être reporter de guerre, mais j'avais pas de réseau, je connaissais personne, j'étais dans une petite campagne, et je me suis dit, l'armée, la guerre, moi je suis pragmatique, hein, je fais simple. Et la marine, à l'époque, recherchait des photographes, avec une formation de photographe, c'était sur concours. Donc j'ai passé le concours, j'ai fait l'école des sous-officiers de Mestrance. Est-ce que vous étiez nombreux? Est-ce qu'il y a beaucoup de photographes dans l'armée? Alors maintenant, les chiffres, je les ai plus, mais à l'époque, moi, quand j'ai quitté, on était 80 dans la marine. Je crois que dans l'armée de terre, ils sont 150 et ils doivent être 120 dans l'armée de l'air. Donc ça représente quand même un contingent assez important. Et après, dans les photographes, il ne faut pas oublier non plus Darcy Padilla, hein, moi je kiffe. Sabine Weiss aussi, j'aime beaucoup. Là, ça renvoie aussi à la photographie humaniste. Et comme Douaneau, Cartier-Bresson. Bon, ça, c'est des noms qu'on redit et qu'on connaît, mais je m'en inspire. Mais j'aime aussi beaucoup Martine Parr, sur son regard que je trouve un assez... peu décalé, oui, ironique. Ouais. Pet sec un petit peu, quoi. Harry Gruyère aussi. Gruyère est très fort pour la couleur aussi. Ouais, la couleur. Et puis, j'achète aussi des livres aussi pour les coups de cœur sur un sujet qui m'a marqué, comme les paradis fiscaux faits par les deux Italiens à Arles. Je trouvais que l'enquête, elle était complètement dingue. Là, j'ai acheté le livre de Pete Souza sur Obama, parce que je trouve que c'est tellement bien documenté. C'est ce photographe, il y a Jan Grarup aussi, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais qui est un des plus grands reporters de guerre finlandais ou norvégien. Donc il y a toujours une forme de curiosité, un côté très hétéroclite dans vos choix. Ah, complètement. Ouais. Si j'aime bien, j'achète. Après, il faut avoir les moyens aussi, parce que ça coûte cher quand même. Il faut avoir de la place. Mais c'est inspirant, parce que quand je travaille sur un sujet, je me rappelle, je dis comment il avait fait lui, ou je vais voir. Et puis c'est surtout, comme dit Eric Bouvet aussi, qui est un photographe que j'adore, pour être un bon musicien, il faut réviser ses gammes. Donc pour être un bon photographe, il faut bouffer de l'image. Hein. Il faut bouffer de l'image, ça c'est un conseil, c'est pas que de la photographie. Il faut faut aller à la peinture, il faut aller dans les musées, il faut aller au Louvre, il faut aller à Orsay. Et puis il faut aller au cinéma aussi. Moi je suis très cinéphile, et la façon dont c'est filmé, les cadres, tout ça, je trouve que c'est vachement instructif. Il y a une parenté évidente entre la photographie et l'image animée. Alors Jérémy, nous avons commencé notre entretien avec Dr Peyo et Mr Hassen. Avant de nous quitter, pourriez-vous nous dire dans quelle mesure la lumière qui s'est posée sur votre travail, aussi bien du côté des professionnels que du grand public, avec les nombreuses publications, vous venez de l'évoquer, qui s'y rapportent, cela change la donne sur les commandes, les propositions que l'on peut vous faire? Alors comme dit un pote, je suis remonté au classement ATP. Et ça, faut pas le dénier, c'est extrêmement vrai. J'ai pas mon téléphone qui a sonné plus que ça, j'ai pas le Times, le Washington Post et d'autres qui m'appellent plus en me disant je veux absolument travailler avec vous. Ça, c'est pas vrai du tout.
Oui, parce qu'en fait, les prix sont internationaux, donc votre visibilité, elle est aussi, pour le coup, internationale. Ouais, et puis surtout, c'est un photographe à Visa qui m'a dit ça, j'ai pas regardé, mais il m'a dit, je sais pas si dans l'histoire de la photographie, il y a déjà quelqu'un qui a remporté autant de même prix pour le même sujet la même année. Je me suis posé la question aussi, je dois vous l'avouer, j'ai pas vérifié, mais... Mais il faudra regarder, je lui ai dit, je sais pas non plus, il vaut mieux pas que je regarde, parce que ça pourrait être déstabilisant. Ce qui est sûr, c'est que quand j'appelle, comme là, j'ai appelé un magazine, j'arrivais pas à avoir la chef de service, j'ai appelé le secrétariat, je leur ai dit qui j'étais et notamment que j'avais gagné le Visa d'or. Tout de suite, on m'a rappelé. Pour le coup, c'est une carte de visite. Exactement. Ouais. Ça, maintenant, on m'a identifié, on sait qui je suis. Après, on verra bien ce que l'avenir me réserve, ce qui est extraordinaire aussi. Là, ce midi, je déjeunais avec Jean-Luc Monterosso, qui est le fondateur de la MEP à Paris. Sans Peyo, sans tous ces prix, on se serait jamais rencontrés, ou bien plus tard, peut-être. Donc, en fait, c'est un accélérateur de carrière. Mais après, à toute raison gardée, faut rien changer, faut rester cool, et puis il faut continuer à bosser, parce que ça va très vite dans ce métier-là. Puis encore une fois, le plus important, c'est le sujet, c'est pas le photographe. Les deux sont liés quand même. Donc on ne peut qu'espérer que dans les semaines à venir, de toute façon, puisque ces prix sont tout récents, ils sont tombés en 2021, oui, vous puissiez conquérir un grand nombre de médias internationaux dans lesquels on pourra voir votre travail. Effectivement, là déjà, faut pas oublier qu'il y a 5 ans, j'étais encore militaire, quand je quitte l'armée en 2016. Donc sans retraite, sans rien, je pars me présenter aux différentes rédactions et maintenant je travaille pour le Figaro Magazine, ça m'intéresse, l'équipe. Déjà là c'est un rêve, là tous ces prix qui tombent donc c'est plutôt cool. Bon maintenant il faut encore travailler pour le Times, le Washington Post ou le National Geographic. Et puis c'est pas fini parce que là j'attends encore les résultats de la Siena, qui est le visa italien en gros le 23 octobre, dont je suis dans les 3 finalistes, et aussi au Edwan Festival en Australie avec Peyo. Donc peut-être qu'il y aura encore des bonnes nouvelles à suivre. Mais ouais, maintenant le principal c'est aussi maintenant d'aller de l'avant et de continuer à produire. Déjà, de parler des sujets importants de notre société, notamment en France aussi. Eh bien, on croise les doigts pour vous. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Et donc, je rappelle qu'on peut retrouver vos images un peu partout dans la presse maintenant, mais également sur votre site www.jeremylampin.com et prochainement dans un livre consacré à l'état de stress post-traumatique chez Emeria. Merci encore. Avec plaisir, merci à vous. Retrouvez l'habillage musical de cet épisode sur le magazine Emeria, www.emeria.com.